Voilà, alors j'ai quelques diapositives. Alors ce séminaire, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en quoi certaines innovations biotechnologiques et des concepts biomathématiques peuvent directement impacter les schémas d'amélioration des plantes. C'est vraiment l'objectif. Faire un point d'actualité dans ce domaine. On entend parler de NBT, NGG, GS, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis discuter des opportunités ou risques pour les implémenter en France ou à Madagascar, un peu voilà, dans différents pays. Donc si ça vous convient, on va faire ça. Tout d'abord, en introduction, je voudrais vous dire que je vais parler d'innovation, mais ces innovations, elles ne sont pas si récentes que ça. Voilà, ça fait beaucoup parler en ce moment, les généticiens, les améliorateurs, mais finalement certaines innovations, elles sont anciennes. Les premières innovations, j'ai l'impression, mes collègues pourront me corriger, mais je pense que l'innovation qui me paraît la plus importante en amélioration des plantes, ça a été les débuts de la sélection génomique avec Villemaurin en 1865, et avant ça, depuis la domestication des plantes il y a 10 000 ans, on avait fait de la sélection massale, on a fait évoluer les plantes cultivées, mais finalement, ça représentait probablement une innovation. C'est pas forcément moléculaire, c'est pas moléculaire, mais on le fait. Et puis, il y a un certain nombre d'innovations, comme les premières cartes génétiques, c'est quand même 1935, première culture in vitro 1950. Première plante transgénique, vous n'étiez pas né, en 83. Les marqueurs moléculaires, 88. Le premier séquençage du riz en 2000. Et puis le concept de sélection génomique dont on entend beaucoup parler, qui se développe maintenant, le concept, c'est 2007-2008, il y a eu un groupe de travail de la communauté européenne sur ce qu'on appelle les New Breeding Technologies, qui est en train d'aboutir maintenant. Donc c'est quand même des choses qui se développent dans les unités de recherche, dans les laboratoires. Et puis, à un moment donné, il y a une accélération, et puis on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que ça se démocratise et on pense que ça peut devenir accessible, ce n'est plus juste un objet de recherche. Donc voilà, il y en a certains d'entre vous qui ne sont peut-être pas très familiers avec les schémas de sélection, l'amélioration des plantes. Donc un schéma de sélection, c'est relativement simple. On part de ressources génétiques. On doit effectuer des recombinaisons, sélection, fixation, jusqu'à arriver à une variété. Pour ça, il y a une première étape qui est absolument essentielle, c'est ce qu'on appelle le pré-breeding. Dans cette étape, on doit s'intéresser aux objectifs qui dépendent fortement du contexte agricole. Je pense que les objectifs que vous pouvez avoir ici dans différentes régions de Madagascar ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut avoir dans le sud de la France. Définir des critères de sélection et si possible s'intéresser à leur déterminisme génétique, quelles sont les régions du génome qui sont impliquées dans la variation génétique de ces caractères, et puis surtout identifier des ressources génétiques de la diversité en termes d'allèles, en termes de gènes, si vous voulez, intéressants parce qu'ils déterminent ces caractères. À partir de là, on identifie des parents, on réalise des croisements où on les laisse se faire naturellement, et ça permet d'avoir des recombinaisons génétiques. À partir de là, on va devoir sélectionner dans les descendances les allèles les plus intéressants et puis les fixer dans du matériel qui puisse être multipliable. Et ça, c'est l'étape du développement variétal où il faut faire une certification, contrôler éventuellement la pureté variétale si on veut pouvoir commercialiser des semences avec des tests de distinction, homogénéité, stabilité. Et puis protéger cette variété avec des certificats d'obtention végétale ou des brevets dans certains cas. Donc à partir de ces grandes étapes de la sélection, donc ça c'est la sélection
classique. À partir de là, ce sont des schémas qui sont longs. Et le plus gros problème, parce qu'il y en a besoin et qu'il faut la faire vite, le problème, c'est comment accélérer, faciliter ces différentes étapes pour que le résultat final puisse être délivré le plus rapidement possible et répondre aux besoins. Et donc, pour comment optimiser ce schéma, il y a un certain nombre de questions auxquelles on peut essayer de répondre avec les biotechnologies. Par exemple, comment mieux caractériser la diversité qui est à notre disposition? Est-ce qu'on peut utiliser la diversité qui provient d'autres espèces ou d'autres genres au-delà de l'espèce? Est-ce qu'on peut créer de novo de la variation si elle n'existe pas? Est-ce qu'on peut faciliter ou diriger ou au moins suivre les recombinaisons telles qu'elles apparaissent et elles sont mises en œuvre dans les schémas de sélection? Et puis surtout, est-ce qu'on peut essayer de diminuer ce temps de sélection ou pour sélectionner des espèces, ça dépend des espèces. Hein. Si c'est un arbre, ça peut durer 20 ans, 25 ans avant d'avoir une nouvelle variété. Est-ce qu'on peut réduire ce temps de sélection? Sinon, on commence sa carrière avec un schéma de sélection et puis on part à la retraite sans avoir le résultat. Et puis aussi, comment multiplier rapidement, assainir ou certifier des variétés. Voilà, ça, c'est des questions qu'on se pose, que peut se poser un sélectionneur. Et à partir de là, je vais essayer de vous montrer comment certaines innovations peuvent réussir à répondre à certaines de ces questions. Puis on pourra en discuter, hein, bien sûr. Pour commencer, comment est-ce qu'on peut mieux caractériser la diversité disponible? Et pour ça, les biotechnologies moléculaires ont très certainement contribué à faciliter cette caractérisation de la diversité. Alors vous savez que le génotypage moléculaire, le fait de pouvoir caractériser des allèles différents, des formes différentes à une région donnée d'un chromosome, ce qu'on appelle un locus, hein, ça n'utilise que les propriétés de ce matériau qui est le génome, que sont les chromosomes, et sa propriété, enfin la diversité qu'il y a en son sein. Entre un génome de référence qu'on représente là, hein, ça c'est un bout de chromosome, un endroit, un locus si vous voulez, sur un chromosome, et puis un variant allélique. Un variant allélique, ça peut être un autre individu d'une autre population. On a un certain nombre de différences au niveau des chromosomes, ça peut être des insertions, délétions, des duplications de certaines régions qui peuvent être en tandem sur de toutes petites séquences. C'est ce qu'on utilisait, si certains ont entendu parler des microsatellites, c'est vraiment la propriété, cette propriété de variation de nombre de répétitions en tandem qui est très variable entre individus qui est mis en cause, puis avoir des inversions, etc. Tout ça, ce sont des variations structurales. Dans les duplications, il ne faut pas oublier aussi ces éléments du génome qui sont assez particuliers, hein. Ces éléments, ce qu'on appelle les éléments transposables, qui sont capables de passer d'une région à l'autre dans le génome au cours de l'évolution. Et puis, un certain nombre de translocations, de changements de chromosomes d'un chromosome à l'autre. Et puis, il y a des substitutions de base. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent. C'est dû à des mutations dans les génomes. Et puis, à un moment donné, entre deux individus, on peut avoir... Donc, vous avez la structure de l'ADN avec les bases complémentaires. Vous pouvez avoir, au lieu d'un C, avoir un T, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une mutation qui est un polymorphisme d'une seule base, d'un seul nucléotide. Et on appelle ça les SNP. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez particulier. Il y a des changements au niveau des séquences, et puis il y a des changements qui n'impliquent pas la séquence, et qui sont ces aspects méthylation. Il y a des bases, des cytosines, auxquelles peuvent s'ajouter un groupement dit méthyle. C'est un petit groupement avec ce cycle, qui peuvent se rajouter sur une cytosine. Et le fait d'avoir des cytosines méthylées, dans lesquelles ce groupement s'est ajouté, contribue à
diminuer l'expression des gènes correspondants. Donc c'est cette capacité d'avoir des cytosines méthylées ou non méthylées, ça fait qu'un gène qui a la même séquence mais qui a ces différences au niveau méthylation peuvent s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Et derrière, eh ben, il y a des phénotypes, des caractéristiques différentes qui peuvent apparaître. Et ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques. Et de plus en plus, on s'intéresse à ces aspects-là. Voilà, génotyper, ça veut dire être en mesure de caractériser des différences entre individus. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a longtemps maintenant, on réussissait à avoir pour quelques accessions, quelques individus, quelques marqueurs de polymorphisme, de différences moléculaires, on arrivait à avoir une matrice où on savait caractériser quelques individus sur quelques différences. Ce qui change maintenant, c'est être capable de faire ce qu'on appelle du génotypage à haut débit. Et ce génotypage à haut débit n'est possible que parce qu'on a réussi à mettre en œuvre des techniques faciles, où on n'a pas besoin de faire où on dépose notre échantillon dans une machine et puis on a le résultat, sans avoir à passer 10 jours au laboratoire à remplir des tubes, avec un nombre de marqueurs suffisant, un nombre d'individus suffisant. Et ça, c'est possible parce qu'on a des techniques comme la PCR, l'amplification en chaîne par la polymérase, qui permet d'amplifier des fragments d'ADN donnés. On est capable d'hybrider des ADN, vous savez, un ADN simple brin par sa séquence complémentaire, on est capable d'hybrider ça sur des supports très miniaturisés qu'on appelle des puces ADN. Et ça permet de faire les choses plus rapidement, avec moins d'ADN et en plus grande quantité. Et du coup, ça permet, on peut aussi lire en parallèle, sans avoir à le faire à la main, un grand nombre d'échantillons, et ça permet d'avoir un nombre de marqueurs et d'individus beaucoup plus important. Alors, soit on est intéressé par avoir peu de marqueurs, par exemple, des marqueurs qui soient liés à des caractéristiques de résistance, des caractéristiques agronomiques, mais sur beaucoup d'individus d'une population en sélection, ou alors on veut avoir peu d'individus, peut-être une centaine pour faire une carte génétique, mais on va avoir beaucoup de marqueurs pour pouvoir représenter le génome, les chromosomes sous la forme de marqueurs, de balises. Donc ça c'est quelque chose qui s'est développé ces 20 dernières années et qui est vraiment intéressant maintenant. Alors il y a toute une panoplie de techniques qui existent et que l'on peut utiliser en fonction des objectifs. Vous voyez sur cette figure, il y a différentes techniques qui sont représentées là et qui se distinguent en fonction du nombre de marqueurs qu'on peut avoir, qu'on peut étudier en même temps, ou du nombre d'individus que l'on peut traiter. Et finalement, l'ensemble de ces techniques, que je ne peux pas détailler, sont basées sur des techniques très simples, sur l'amplification par PCR, sur l'hybridation sur des supports miniaturisés, ou sur ce qu'on appelle les NGS, qui sont les technologies de séquençage nouvelle génération. Et donc, il y a, je vais vous en citer quelques-unes qui ont différentes propriétés. On ne va pas utiliser l'une ou l'autre. Enfin, pour utiliser l'une ou l'autre, il faut savoir quel est notre objectif. Mais on a une panoplie de technologies à disposition. Alors, je vais traiter que les SNP. Comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour identifier dans une population donnée un SNP, c'est-à-dire la différence d'une base à un endroit donné, et savoir si on a un T ou un G à telle position. Il y a plusieurs techniques qui sont développées, j'en ai juste sélectionné 3 qui me paraissent en France comme des techniques qui sont assez largement utilisées dans les laboratoires en France. On a généralement des plateformes de génotypage dans lesquelles les différents laboratoires peuvent aller faire leurs expérimentations, voire les faire en prestation de services, et elles sont souvent basées sur ces technologies. Il y a une technologie dite CASPAR,
où ce qu'on fait, c'est qu'on fait une PCR, on amplifie un fragment qui possède un polymorphisme quelque part, en utilisant, vous savez, pour faire une PCR, on utilise des amorces, des petites séquences qui délimitent la région qu'on va amplifier. Et dans ce cas-là, on utilise une amorce qui est spécifique de ce locus, dont la dernière base correspond à la base où il y a la différence. Et à ce moment-là, par une technologie qui est un petit peu sioux, on amplifie et on met en évidence par un fluorophore l'allèle, on amplifie si on a le bon allèle. D'accord ? Donc on a une amorce par allèle possible. Et donc en regardant la fluorescence, on peut regarder quel est l'allèle, le T ou le G, qui est présent à cet endroit. L'intérêt, c'est qu'on peut, dans cette technologie, on peut analyser 96 individus pour 96 marqueurs polymorphes SNP pour un passage, un run, un passage de cette machine. On peut en faire 4 par jour. Ça veut dire qu'en un jour, on peut avoir jusqu'à presque 10 000 données. Ce qui est du moyen débit, je dirais, à ce niveau-là. Si on veut faire du plus haut débit, on utilise la technologie d'Illumina. Je ne fais pas de publicité pour ces organismes, c'est ceux qui commercialisent tout ça. Le principe, dans ce cas-là, c'est d'avoir des réseaux de billes sur lesquels on a attaché la séquence correspondant à la séquence où il y a un polymorphisme, et puis on rajoute, il s'arrête juste avant la base polymorphe. Et puis on rajoute les 4 bases possibles, et en fonction de la base qui est en face, on va avoir un C, un A, etc., qui va se rajouter, comme une synthèse d'ADN. On en a une base, et puisqu'elle est liée avec un fluorophore, on va pouvoir la détecter. Et ça, ce principe, c'est un principe des puces Illumina, qui ont un très très fort débit, et on peut, avec cette technologie, analyser jusqu'à 500 000 marqueurs d'un coup. Et ça, vous imaginez la puissance que ça peut avoir par rapport aux technologies qui étaient plutôt bas débit, ou pour avoir un marqueur RFLP, pour les plus anciens qui connaissent ça, il fallait une semaine. Donc ça, c'est assez puissant. Puis il y a une autre technologie qui s'appelle Axiom, qui est basée sur un autre principe d'hybridation d'un élément sur une puce ADN, sur un support miniaturisé, et puis ligation du fragment. Alors on a, c'est pas facile, moi je parle avec les mains, c'est pas facile avec un micro. On a la séquence avant, on met le petit fragment d'ADN avant le polymorphisme, celui qui est juste après, et puis il faut qu'il y ait la bonne base qui soit identifiée pour qu'il puisse y avoir ligation entre les 2 fragments. Et à ce moment-là, on révèle avec un autre système, c'est pas un fluorophore, c'est ce qu'on appelle un NAP10, qui est basé sur les relations anticorps-antigènes, etc. Et ça permet d'identifier jusqu'à 312 millions de données par semaine. Donc vous voyez un peu la puissance de ces technologies qui sont accessibles et qui donnent un coût sur le point de données qui est sans précédent par rapport à ce qu'on connaissait avant. Ça permet de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Le truc, c'est qu'il faut quand même avoir identifié quel est ce polymorphisme avant. Donc si on a, par exemple, on sait que le changement de telle base à telle base est un marqueur en lien avec la présence d'un gène de résistance, on va pouvoir, au travers de cette identification du SNP, voir si on a, oui ou non, présence du gène de résistance dans l'individu en particulier qu'on analyse. Le GBS, la technique de Genotyping by Sequencing, c'est aussi une technique qui devient extrêmement populaire dans les laboratoires d'amélioration des plantes. L'idée, c'est faire un marquage où on ne se contente pas de regarder la présence ou l'absence, le changement sur un nucléotide, mais on va séquencer des génomes ou des parties de génomes, on va les aligner
et on va regarder quelles sont les différences de séquences. Donc au lieu de s'intéresser à une différence de base, on va regarder toutes les différences qui sont présentes dans l'échantillon qu'on a pris en compte. Alors on peut le faire sur tout le génome, on peut le faire sur une partie de génome, généralement c'est ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a notre ADN, où sont présents ce qu'on appelle des sites de restriction, des séquences particulières qui sont reconnues par des enzymes de restriction. On utilise ces enzymes de restriction pour couper l'ADN. Ça génère des fragments qui ont différentes tailles, et généralement, pour éviter d'avoir tout le génome, eh bien, on en sélectionne une partie, par exemple sur la taille des fragments qui sont obtenus. À partir de là, on attache des petites séquences. Donc tout ça, on ne connaît pas, on sait pas. On veut chercher la séquence, on ne connaît pas les séquences, mais on leur attache des petites séquences de part et d'autre qui, elles, sont connues, qui vont permettre de faire de l'amplification, du séquençage. Et puis un petit code barre, une petite séquence, par exemple ACGT, qui va être spécifique d'un individu ou de l'autre. À partir de là, puisque chaque ensemble de fragments appartenant à un individu donné est repéré par une séquence particulière, par un code barre, imaginez qu'on veuille séquencer l'ensemble de vos ADN pour connaître votre diversité. Chacun aurait un code barre différent. Donc on extrait l'ADN, chacun a un code barre, et puis après on mélange l'ensemble des ADN. Sachant qu'on saura reconnaître après qui est qui avec ce code barre. On rassemble les échantillons dans un tube, et puis on les amplifie, et on les fait séquencer. On utilise des méthodes de séquençage dites de nouvelle génération qui permettent de générer sur une plateforme, par exemple Illumina, qui permet de générer jusqu'à 200 millions de lectures de l'ordre de 150-200 bases par passage de cette machine. Donc on peut, suivant le nombre d'individus, la taille des génomes, on peut d'un coup avoir des informations de séquence sur vous tous. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les codes barres, on va générer des séquences, on va utiliser les codes barres, les repérer pour savoir que ces séquences, c'est d'un tel, séquence de telle autre personne, et à ce moment-là, on va pouvoir les aligner sur un génome de référence, et puis entre eux, pour voir où il y a des différences de base, ou bien où il y a des insertions ou délétions. Et ça permet rapidement, sans avoir besoin d'informations préalables sur le génome, on pourrait faire ça sur tissu périphére, par exemple. C'est l'espèce que j'ai découvert ici. Et on n'a pas besoin d'informations préalables, on n'a pas besoin d'avoir le génome séquencé, etc. On peut très facilement générer plein de marqueurs pour faire des cartes génétiques, pour faire des analyses de diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement puissant, justement, quand on ne travaille pas sur les espèces les plus travaillées. Ce que ça change, c'est qu'on utilise donc des outils de séquençage nouvelle génération qui sont extrêmement puissants en termes de nombre de données générées. On peut le faire sur un génome total ou un génome réduit. On n'a pas besoin d'informations préalables de séquence. On a besoin de peu d'ADN. Un petit fragment de feuille peut suffire. On peut faire du multiplexage, utiliser différentes populations, puis le prix est compétitif. 25 € par échantillon pour un marquage génétique, ça peut paraître cher, mais c'est rien par rapport aux technologies qu'il y avait avant. Et même, c'est quelque chose qui est compétitif. L'inconvénient, c'est que ce qu'on a, c'est beaucoup de choses à traiter, beaucoup de données qu'il faut traiter, et donc on a besoin d'informatique pour ça. Donc c'est pas la technologie qui devient problématique, d'autant qu'on le fait sous-traiter, c'est vraiment la gestion des données qui en résulte. C'est vraiment ce que ça change à l'heure actuelle. Alors à quoi ça sert ? Ça sert
pour faire de la phylogénie, si on veut mieux caractériser la diversité disponible, pour suivre des recombinaisons, si on veut faire de la sélection assistée par marqueur. Pour diminuer le temps de sélection, on peut faire de la sélection génomique. Et puis, on peut aussi utiliser les marqueurs pour faire du contrôle variétal. Enfin là, on n'a pas besoin d'avoir autant de marqueurs. Caractériser la diversité, c'est simple. À partir d'une matrice de données, on va inférer un arbre phylogénétique qui est basé sur des ressemblances ou des différences entre les individus. Le principe, c'est que plus les individus sont proches, plus ils partagent d'allèles en commun, ce qui paraît logique. Donc à partir de là, on définit un arbre, une matrice, et ça permet de faire des études de phylogénie, de voir quels sont les individus les plus proches ou les plus lointains. Un exemple, c'est par exemple sur le sorgho. Il y a pu y avoir des collections de sorgho faites en Afrique, dans différentes régions. Voilà, on a 971 accessions de sorgho utilisées dans cet article, avec 265 000 SNP qui ont servi à caractériser la diversité. Alors là, vous voyez un arbre phylogénétique et derrière, on trouve différents groupes qui sont caractérisés. Et puis, dans cet article, ils ont mis en lien ce polymorphisme avec des caractéristiques agroclimatiques. Donc, non seulement ça permet de voir quelle est la diversité, donc de gérer par exemple une collection, éviter les redondances, mais ça permet aussi de mettre ça en relation avec la diversité qui existe sur un certain nombre de caractères. Ça aussi, c'est un principe de la sélection assistée par marqueur. La sélection assistée par marqueur, en fait, l'idée, c'est de révéler des marqueurs génétiques qui soient associés avec le polymorphisme, les différences sur le caractère à sélectionner. Et puis, c'est pas fini, souvent on s'arrête là, mais c'est aussi les utiliser dans un programme de sélection. Pour pouvoir, si on s'intéresse à un gène de résistance, utiliser le marqueur plutôt que la méthodologie un peu compliquée qui va nous permettre de savoir si la plante est résistante ou pas. Donc le problème, c'est comment associer le génotype, les allèles au niveau d'un individu, là que je représente par exemple avec 2 chromosomes homologues, on en a plus que ça, mais sur un individu d'haploïde, on a toujours 2 chromosomes homologues, chromosomes paternels et maternels. Donc on aurait notre région, ces étoiles-là, et puis des marqueurs qui sont associés. Comment faire cette association? On a donc 2 façons de le faire. On peut le faire par cartographie de liaison, en utilisant une descendance. Au départ, on a 2 parents que l'on croise, et puis on obtient une population en ségrégation. Bon, là, ça serait des lignées recombinantes sur une espèce autogame. Et puis, on regarde. Au départ, on avait un des parents qui avait les allèles intéressants et des marqueurs qui sont au voisinage, qui nous encadrent cette région d'intérêt. L'autre non. Et puis, dans la population, il y a eu un certain nombre de recombinaisons. Les recombinaisons, c'est des cassures et puis le fait qu'on ait du bleu ou du rouge. Origine des allèles différentes. Et puis on peut essayer de suivre les individus qui ont les régions d'intérêt en s'intéressant aux marqueurs qui sont au voisinage direct de ces régions d'intérêt. Donc ça donne une maille grossière. On peut le faire aussi par association, en s'intéressant à une population de diversité. Pour toutes les espèces, on n'a pas forcément de population en ségrégation, de population génétique, mais on peut le faire sur de la diversité en faisant ce qu'on appelle le GWAS, la cartographie d'association, où simplement on considère qu'il y a eu quelques individus fondateurs et puis à un moment donné, il y a eu une mutation. Et puis cette mutation s'est perpétuée dans les générations qui suivent et on peut le suivre de la même façon dans les populations qui en résultent. La différence, c'est qu'on a eu beaucoup plus, comme il y a eu beaucoup de générations, il y a eu beaucoup plus de recombinaisons, beaucoup plus de diversité allélique, que je représente par beaucoup plus de couleurs. Et puis derrière, on a des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer l'effet du marqueur, dans le cas de la cartographie pour liaison.
On le voit aussi dans le cas de la cartographie par association, mais on a aussi des aspects structure de population apparentement qui viennent se rajouter au modèle. À partir de là, quand on a réussi à faire cette association, ben ça c'est très très schématique, hein. Mais si on veut faire de la sélection assistée par marqueur, par exemple, imaginez que là vous avez une diversité sur des lignées de riz par exemple, hein, qui sont toutes représentées par des couleurs différentes. Vous savez que ce génotype a une région particulièrement intéressante ici. Et cet individu, enfin cette lignée, a deux régions intéressantes, celle-là aussi. Comment combiner les allèles intéressants? Ben, on va peut-être commencer par faire un croisement entre ces deux lignées. On va obtenir une descendance. Alors là, on est au niveau de ce qu'on appelle la F2. Et dans cette F2, on va choisir les individus qui ont la partie rose qui nous intéresse. D'accord? À partir de là, ben pour rajouter un autre allèle d'intérêt, ben on va faire un autre croisement et de la même façon, on va sélectionner sur la base des marqueurs le génotype qui nous intéresse. Après, bien sûr, il faudra vérifier qu'on ne se soit pas trompé et qu'il ait bien les caractères qui nous intéressent. Donc il faut donc pouvoir identifier pour ça des régions d'intérêt, combiner les meilleurs allèles et faire ça. Je vais peut-être passer là-dessus, mais l'exemple le plus souvent utilisé par les sélectionneurs, c'est ce qu'on appelle le back-cross assisté par marqueur, des rétrocroisements. Normalement, quand on veut avoir juste une petite région avec un gène de résistance et puis le reste qui provient de ce qu'on appelle le parent récurrent, qui a de bonnes qualités agronomiques par ailleurs, on fait plein de rétrocroisements avant d'espérer avoir la région qui nous intéresse et le reste revenu au fond génétique du parent récurrent. Quand on a des marqueurs, on peut très facilement, à partir de la deuxième au niveau du back-cross 2, donc du deuxième rétrocroisement, faire une autofécondation pour avoir notre région d'intérêt à l'état homozygote, et puis sélectionner sur la base du marqueur, par exemple, tous ceux qui ont le bon allèle concernant la résistance, le gène de résistance, et s'assurer que par ailleurs, on a bien des individus qui ont le moins possible de ce génome donneur. Donc ça permet d'accélérer les schémas de sélection. La sélection génomique, alors je ne suis pas la mieux placée pour vous parler de ça, mais le principe de la sélection génomique, c'est de construire un modèle mathématique de prédiction de la valeur en sélection à partir d'une population réduite, pas notre population de sélection, mais une population réduite sur laquelle on développe un modèle et puis on l'applique à grande échelle. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de faire du phénotypage sur l'ensemble de la grande population, mais on pourra se contenter de faire du génotypage et d'espérer, comme ça, avoir un gain en sélection. Donc par rapport à un croisement normal, ou par exemple sur du riz, par exemple, on fait un croisement, on obtient des lignées, on fait un essai à petite échelle, puis à grande échelle, avant d'avoir un nouveau cultivar, ça prend 10 à 12 ans. Si on fait de la sélection génomique, ça c'est une figure d'un article de Morel en 2012, à partir d'un croisement, on peut voire accélérer éventuellement la production d'une population en ségrégation. On fait du génotypage et puis on va faire des essais à petite échelle qui nous permettent d'estimer le gain génétique, de pouvoir prédire la valeur de notre population, et puis après on va faire un essai à grande échelle jusqu'à obtenir un nouveau cultivar basé sur le génotypage. Et on va faire ça en 6 à 7 ans. Et 6 à 7 ans, c'est quand même un gain non négligeable en termes de sélection. D'accord avec ça? Voilà, les dernières innovations en date, les choses que j'aime bien, moi, enfin qui m'amusent beaucoup, c'est
Alors ça, il y a des choses qui sont peut-être inaccessibles ou accessibles à Monsanto. Enfin, maintenant, c'est la compagnie qui Bayer. Hein. Ils ont des machines, des espèces de petites machines comme ça, où il y a un lot de semences de maïs qui arrive. Et ils veulent savoir quelles sont les graines qui ont les meilleures caractéristiques. Donc, ils tombent dans des petits puits, et puis il y a un petit... alors, ça s'appelle ça chipper, il y a une petite quelque chose qui gratte un petit bout de la semence, qui fait une extraction d'ADN là-dessus et qui fait un génotypage, mais tout ça dans la même machine. Hein. C'est la même machine qui... ça commence à prendre un petit bout de la graine. On a peut-être une quinzaine, une vingtaine de marqueurs qui sont analysés, suivant les techniques que je vous ai montrées, et à la fin, ne sortent que, il y a un marqueur qui est associé à la qualité, un marqueur associé à la résistance aux maladies, un marqueur associé à je ne sais pas, la couleur, etc., ne sortent de la machine que les individus qui ont toutes les bonnes caractéristiques. Et les autres, on les jette. Donc en termes de gains de place, de gains de travail, hein, parce que je pense que si certains d'entre vous ont fait des semis, c'est pas la partie la plus agréable du travail, c'est fantastique. Après, j'ose même pas imaginer le coût de cette machine. Donc ça reste peut-être encore inaccessible pour nous, quoique. Par contre, ce qui me paraît devenir beaucoup plus accessible, c'est ces petites machines, là, les mignons, comme les petits personnages, là, mais ça c'est une... Les mignons, c'est un appareil de séquençage dite de 3e génération qui séquence de gros fragments d'ADN avec un débit extrêmement élevé qui s'est basé sur une technique dite de nanopore où l'ADN traverse un pore et traversant cette membrane, il provoque des différences dans un champ électrique. Et c'est ça qu'on mesure, et à partir de là, on peut déterminer la séquence du fragment d'ADN qui passe au travers de cette membrane. Ça paraît magique, mais c'est effectif. Et donc, on a des appareils qui sont tellement miniaturisés maintenant, qu'on a des appareils qui ont la taille d'une clé USB, que l'on peut brancher directement sur son ordinateur et qui peuvent générer 50 gigabases de données. Donc vous imaginez, bientôt on va aller chez notre médecin, il va nous prendre un peu de sang et puis il va faire ça sur l'ordinateur, il nous dira si on a une prédisposition au cancer ou des choses comme ça. Enfin, sans aller jusque-là, je pense qu'à l'heure actuelle, on voit passer des projets avec des achats de ce type de matériel et puis des gens qui vont faire, par exemple, des prospections dans l'Amazonie pour étudier la diversité des singes, etc. Et ça, c'est du matériel qui devient démocratique, quoi. Mais après, les 50 gigabases, il faut les analyser. Hein. Ce n'est pas la machine qui fait ça. Voilà, bon, il faut que j'aille vite. Donc, il y a aussi, pour répondre à d'autres questions, est-ce qu'on peut utiliser la diversité provenant d'autres espèces, d'autres genres, créer la variation des novos? Eh bien, on multiplie rapidement des variétés. Pour ça, on peut utiliser des biotechnologies cellulaires qui sont plus au niveau des cultures qui mettent en œuvre de la culture in vitro. Par exemple, utiliser la diversité interspécifique, faire des croisements, pas en restant au sein de la même espèce, mais en utilisant d'autres espèces proches. C'est une façon d'augmenter la diversité allélique possible, d'aller chercher des gènes de résistance, de qualité qui n'existent pas dans la variété. Alors pour ça, des fois c'est facile, hein, sur les citrus, ça a permis de produire des variétés intéressantes. Et parfois, on peut faire de l'hybridation, mais on sort un petit peu de la notion d'espèce, hein, vous êtes d'accord? Donc normalement, les embryons, ils ne sont pas viables. Mais si on les met dans un milieu en culture in vitro, on peut faire du sauvetage d'embryons pour préserver ces croisements qui, naturellement, ne se feraient pas.
Fusion de protoplastes, je ne vais pas insister là-dessus, mais on peut aussi, les protoplastes, c'est des cellules végétales sans parois que l'on peut fusionner et qui permettent de créer des possibilités, qui ouvrent beaucoup de possibilités pour faire des sortes de croisements un peu bizarres entre deux espèces différentes. Et puis la transformation génétique, là c'est encore pire, on peut prendre un gène de bactérie et puis l'insérer dans une plante, ou un gène de poisson, l'insérer dans une plante. Donc la transformation, la transgénèse, vous connaissez tous le principe, on identifie un gène d'intérêt, on l'isole, on le clone, on le multiplie, et puis on peut le transférer directement sur des explants, un bout de tige par exemple, ou faire un transfert avec une bactérie qui est Agrobacterium, et à partir de là, on sélectionne les cellules qui sont transformées, qui ont inséré le fragment d'ADN. On régénère à partir de ces cellules transformées une plante, on l'acclimate, on l'évalue, et puis on peut éventuellement l'incorporer dans un autre matériel végétal. Donc l'intérêt, c'est pouvoir insérer un gène qui n'existe pas dans l'espèce, normalement, donc un gène qui paraît intéressant, l'introduire aussi de façon stable et transmissible dans la descendance. Une fois qu'il est dans le génome, il peut se transmettre dans la descendance. Donc on a des exemples sur les... Par exemple, en France, on avait à un moment donné eu développement d'une pomme de terre qui s'appelle Amflora, qui était riche en amylopectine pour le papier et qui finalement n'a pas été développée parce qu'elle n'a pas trouvé de marché finalement. Donc c'est pas tout de produire une variété, il faut aussi lui trouver un marché. En principe, le fait d'avoir des organismes génétiquement modifiés, ça réduit le temps pour créer la nouvelle variété. Au lieu de 10 à 20 ans, on aurait théoriquement besoin que de 3-4 ans pour créer la variété, à partir du moment où tous les éléments nécessaires. Mais attention, le coût est aussi sans commune mesure. Là, par contre, le coût des aspects législatifs et puis des aspects biotechnologiques, c'est quand même important pour pouvoir proposer une variété. Et ça, voilà, au niveau des sélectionneurs, ça peut être un problème. Et puis il y a d'autres problèmes qui sont qu'au moins dans l'Union européenne, tous les produits qui contiennent ou sont produits à partir d'organismes génétiquement sont soumis à une régulation. Ils ont besoin d'autorisation avant la mise sur le marché et concrètement en Europe, en France, on n'a pas d'organismes génétiquement modifiés qui soient autorisés. Donc ça ne sert à rien de vouloir produire un OGM pour la France ou pour l'Europe. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Alors j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce qu'il en est à Madagascar? Alors peut-être vous savez. Moi j'ai juste trouvé, alors vous pourrez peut-être compléter, moi j'ai juste trouvé, j'ai fait Google, une loi de 2011 sur le Code de la santé qui dit que les OGM sont considérés comme potentiellement dangereux pour la consommation humaine en raison de risques de modification du génome et que donc leur mise en vente au titre de denrées alimentaires est interdite. Il y a aussi un autre article qui dit que ces organismes génétiquement modifiés doivent être soumis à une étude d'impact environnemental avant d'être mis dans les champs. Donc à mon avis, je sais pas si, à mon avis, les OGM, on ne va pas en trouver non plus à Madagascar. Donc le marché me paraît limité dans nos pays. Et pourtant, les sélectionneurs s'intéressent à la transgénèse, mais en détournant un peu le système, en faisant ce qu'on appelle de la cisgénèse ou de l'intragénèse. C'est de la transformation génétique, mais au lieu c'est pas de la transgénèse, on n'introduit pas un gène de poisson ou de bactérie, mais on introduit un allèle, un gène de la même espèce, ou une combinaison avec un promoteur, un gène de la même espèce. Et donc, le principe naïf était de dire, finalement, c'est dans la même espèce
C'est pas de la transgénèse, donc c'est pas un OGM, donc je vais pouvoir le commercialiser. Et il y a des essais assez probants, par exemple, sur la résistance du pommier à la tavelure, qui peuvent être développés comme ça. Donc l'intérêt, c'est sa rapidité d'obtention. On n'a pas de gène étranger à l'espèce, mais c'est le produit d'une transformation génétique, ça on ne peut pas le nier. Oui, la différence, c'est que ce sont des sites d'insertion qui sont aléatoires. On a le même gène que ce qu'on pourrait obtenir avec un croisement, mais il n'est pas forcément au même locus, à la même région du chromosome. Mais ça, c'est quelque chose quand même d'important. C'est ce qu'on appelle, j'ai souligné là, c'est ce qu'on appelle un NBT pour les New Breeding Technology ou New Breeding Techniques. Je vais vous en montrer quelques-uns comme ça. Notamment pour aller créer de la variation nouvelle. Donc on peut faire de la variation somaclonale de la mutation induite, mais on peut faire aussi, je vais insister là-dessus, de l'édition génomique ou de la variation épigénétique. Donc quand on fait de l'édition génomique, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de faire une mutation dans un gène que l'on cible, que l'on veut étudier, en utilisant les mécanismes de réparation naturelle de réparation de l'ADN. Mais en ciblant ce gène, ce qu'on n'était pas capable de faire pour l'instant, en faisant des banques de mutants par mutagénèse tDNA, par irradiation, etc. C'était des mutations aléatoires. Là, on veut cibler un gène particulier. Donc ce qu'on peut faire, c'est, à partir de notre matériel végétal, on produit des protoplastes, alors encore faut-il pouvoir les produire, et puis on intègre une protéine qui s'appelle Cas9, qui est une protéine qui va couper l'ADN, et puis un ARN guide qui possède une séquence complémentaire à celle que l'on veut couper, à condition qu'on ait au voisinage une petite séquence particulière reconnue par Cas9. Et à partir de ce moment-là, donc quand cet ARN et cette protéine ont atteint la cellule, il va y avoir reconnaissance dans le noyau, reconnaissance entre l'ADN de la plante et ce guide RNA, hybridation, et la protéine Cas9 va couper l'ADN à ce niveau-là. D'accord ? Donc le guide, l'ARN guide, il sert à cibler l'endroit où la protéine va couper. À partir de là, il y a le système de régénération de la cellule, de l'ADN des cellules, qui va essayer il y a une coupure, il va essayer de couper, de réparer ça, et ça introduit des petites délétions qui peuvent être plus ou moins grandes dans le gène. Et parfois, si on a une région équivalente, on peut remplacer la mutation par une autre séquence. Donc on peut faire un petit peu des Lego là-dedans. Ça ne marche pas très très bien encore pour les plantes, mais par contre faire des mutations, ça c'est possible et c'est développé sur certaines plantes. Encore faut-il qu'on puisse produire des protoplastes, ou si on ne peut pas, qu'on puisse transformer les plantes avec le système qui produit la protéine Cas9 et le guide ARN. Et là, ça devient une plante transgénique. À partir de là, on régénère les plantes et puis on obtient une plante mutante. Et ça, c'est intéressant pour étudier des fonctions de gènes, voire inhiber des gènes qui nous paraissent pas intéressants. Donc on l'a fait par exemple avec des champignons de Paris. Il y a des champignons de Paris résistants au brunissement qui ont été produits aux États-Unis et qui, ils deviennent pas tout marrons quand on les garde. Alors ça devient un petit peu plus compliqué, c'est modifier, on est capable maintenant de modifier, pas la séquence, de jouer pas sur la séquence, mais sur l'environnement de méthylation des séquences. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On veut inhiber l'expression d'un gène, d'accord? On ne veut pas les gènes s'expriment, on exprime l'ARN. On veut silencer, inhiber l'expression d'un gène. Ce qu'on fait, c'est qu'on définit un ARN double brin, ce qui n'existe pas normalement, un ARN double brin. Un ARN, c'est simple brin.
On définit un ARN double brin qui correspond à la séquence qu'on veut inhiber. Cet ARN double brin, quand il est intégré dans la cellule, est reconnu comme un ARN de virus, comme un envahisseur par la cellule. Elle met en œuvre un mécanisme qui fait intervenir des protéines dites dissères qui coupent cet ARN en petits bouts, en petits fragments. Et ces petits fragments, eux-mêmes, mettent en branle toute une machinerie qui conduit à la méthylation de l'ADN dans les régions correspondantes. Ça veut dire qu'à partir de cet ARN double brin, on arrive à méthyler un gène particulier et donc inhiber sa fonction. Pourtant, la séquence ne s'est pas changée. Et ça peut se maintenir sur une ou quelques générations. Et ça peut être particulièrement intéressant pour, par exemple, des plantes pérennes, des arbres, où on n'a pas des temps de génération annuels. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour faire. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemples commerciaux pour l'instant, mais ça se fait sur les plantes modèles, Arabidopsis, et à mon avis, on ne va pas tarder à avoir des produits de ce type qui apparaissent. Donc le problème de CNBT, c'est que c'est très d'actualité parce que les sélectionneurs ont commandé des études d'impact aux chercheurs. Ils se disaient, je vous en ai montré 3, la cisgénèse, la méthylation et puis CRISPR-Cas9, c'est ce qu'on appelle les new breeding techniques. Il y en a d'autres, il y en a 8 qui sont identifiés. Et ce qu'on se dit, c'est est-ce que c'est des OGM ou pas des OGM? Si ce n'est pas des OGM, c'est bien, ça va pouvoir produire des variétés. Si c'est des OGM, ça servira à la recherche, mais on aura du mal à les développer en tant que variété. Et ça fait courir, 10 ans. La Commission européenne a mis 10 ans à essayer de travailler là-dessus. Elle n'a pas encore complètement rendu son verdict, mais par contre, la Cour de justice de l'Union européenne, au mois de juillet 2018, a rendu un arrêté qui dit la chose suivante: ces organismes obtenus par mutagénèse, ils constituent des OGM. Et ça fait l'effet d'une bombe pour tous les chercheurs qui travaillent là-dessus, qui se demandaient, Et on en est à ce stade-là. Je ne peux pas vous dire, mais à mon avis, ça va changer l'opinion qu'ont les sélectionneurs sur ces techniques ou leur potentiel. Ça ne changera pas l'intérêt pour la recherche. Mais pour le développement des variétés, je pense qu'on va ça. Alors à Madagascar, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, mais est-ce qu'il pourrait... est-ce que cette technologie... Bien sûr, je pense que cette technologie est intéressante. Est-ce que ça peut, si on arrive à trouver une variété de riz qui est particulièrement intéressante par ces technologies-là, est-ce qu'on va pouvoir la développer ou pas? En termes de... Voilà, ça c'est une question qu'on a. Et il y a des chercheurs qui... j'ai pu discuter avec des collègues, il y en a qui s'y intéressent. De moyens et de lobbying, oui, sans doute. Oui, effectivement, je pense qu'il faut... Mais ceci dit, l'édition génomique a l'intérêt, par rapport à la transformation, de ne pas nécessiter... Ce n'est pas une technologie chère. Ce n'est pas une technologie qui nécessite des gros investissements en termes de laboratoire. On dit que ça peut se faire dans sa cuisine. Donc ça devient un peu la technologie démocratique. Si on peut le faire dans sa cuisine, ça... je ne ferai pas, mais... D'accord? Donc c'est une vraie question. On a l'outil, est-ce qu'on peut le développer? Vous me laissez j'ai une autre chose dont je voudrais vous parler, qui là, pour le coup, n'est pas encore sortie du laboratoire, c'est est-ce qu'on peut faciliter les recombinaisons? Et ça, c'est une problématique de tous les sélectionneurs. Et il y a une thèse qui a été développée au CIRAD dans notre unité. Jean-Marc, tu connais Delphine Mieulet. Donc c'est un
ingénieur du CIRAD qui a, au bout de quelques années, fait une thèse et a s'intéressé à la recombinaison et son changement pour l'amélioration des plantes. L'idée des crossing over, on sait que voilà, pendant la méiose, on a des échanges de bouts de chromosomes, les crossing over. Alors c'est bien quand on veut faire de la recombinaison, recombiner des combinaisons, enfin différents allèles. Donc on a envie de l'augmenter. Et dans un événement de méiose, on sait qu'on n'a pas plus de 1 ou 2 crossing over par chromosome. Donc ce n'est pas forcément suffisant. Si on pouvait l'augmenter, ça serait bien pour augmenter le brassage génétique. Et au contraire, dans certains cas, annuler le crossing over, ça peut être très bien si on veut par exemple pouvoir produire des plantes hybrides qui ont donc deux allèles différents et pouvoir les multiplier de façon clonale, mais sous forme de graines. Avoir des graines apomictiques. Ça, c'est super intéressant parce qu'on fait de la multiplication végétative, mais avec des graines qui sont beaucoup plus faciles à disséminer, à échanger, à stocker que du matériel, des boutures ou des choses comme ça. Donc, elle a travaillé là-dessus, sur le riz. Et pour faire rapide, voilà, elle a utilisé ce qu'on appelle l'apoméiose. Il y a des mutations. Vous savez que la différence entre une mitose et une méiose, c'est des choses qu'on apprend ici. C'est qu'il y a, pour la méiose, il y a la première division où il y a des crossing over, et puis une seconde division qui produit des gamètes haploïdes recombinés. Et puis il existe des mutations qui font qu'on n'a pas cette seconde division, et donc on a des gamètes diploïdes recombinés. Et si on combine cette mutation qui s'appelle OSD1 avec 2 autres mutations qui agissent à ces étapes-là de la première mitose, de la méiose, on se retrouve avec des gamètes qui sont diploïdes mais qui sont clonaux, tous les mêmes. Il n'y a plus, on inhibe les crossing over, d'accord ? On enlève la division et on inhibe les crossing over. Donc on se retrouve avec des gamètes diploïdes clonaux. Et donc elle a essayé ça, c'est des choses qui étaient connues chez Arabidopsis. Delphine, travaillant sur le riz, a essayé de voir est-ce qu'on peut transférer, c'est une grosse problématique en amélioration des plantes, pouvoir transférer les informations qu'on a des plantes modèles vers les plantes d'intérêt. Le faire sur Arabidopsis, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le faire sur le riz, on comprend tout l'intérêt. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réalisé des triples mutants. Elle a d'abord identifié les gènes homologues chez le riz. Elle avait à sa disposition des banques de mutants. Elle a fait des croisements de façon à pouvoir obtenir des triples mutants sur ces 3 gènes qui produisent ça. Et puis elle a vérifié en cytologie qu'effectivement elle n'avait pas une tétrade, mais deux gamètes diploïdes, plutôt que 4 gamètes haploïdes. Et puis par une étude de génétique, elle a montré qu'effectivement, à la génération suivante, il n'y avait pas de ségrégation, donc ils étaient clonaux. Il n'y avait pas de différence. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir faire ça. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on arrivait à faire ça sur une plante d'intérêt agronomique. Ce qu'elle a fait également, c'est qu'elle a... Alors, je suis incapable, moi, de vous détailler les métabolismes, mais on connaît bien, toujours chez Arabidopsis, les mécanismes qui contrôlent les crossing over, et on connaît des gènes, des mutants qui sont impliqués à différentes étapes de cette voie qui conduit des crossing over. Et donc ce qu'elle a fait là aussi, c'est qu'elle a cherché les homologues entre Arabidopsis et le riz. Alors cette fois on se retrouve un petit peu coincé parce que par exemple ce gène REC Q4 possède 2 gènes chez Arabidopsis alors qu'il n'en possède qu'un chez le riz. Enfin, dans ce sens-là, c'est pas plus mal, hein. Mais peut-être ce gène n'a pas tout à fait la même fonction chez le riz. Donc elle a identifié les homologues en faisant de la phylogénie sur ces familles de gènes.
Et puis, donc il y avait ce gène qui était, voilà, le mutant qui était stérile, donc on ne peut rien faire avec. Mais pour les deux autres mutants, elle a produit des hybrides entre deux variétés de riz, je crois qu'il y a un indica et un japonica, avec des hybrides qui possédaient la mutation à l'état homozygote, présent sur les deux chromosomes homologues. Et à partir de là, elle a fait une autofécondation. À partir d'un hybride, vous faites une autofécondation, vous obtenez ce qu'on appelle une F2, où les allèles s'égrègent. Et à partir de là, on peut faire une carte génétique. Dans une carte génétique, les distances génétiques sont fonction des pourcentages de recombinaison, donc du nombre de crossing over. Et en faisant cette carte génétique, une carte génétique, c'est représenté sous la forme d'un bâton, et chaque trait, ça représente un marqueur génétique. Et bien, entre le sauvage et le mutant, en vert ou en bleu, on voit qu'on a des cartes génétiques qui sont beaucoup plus grandes. Et ça veut dire que le nombre de recombinaisons est augmenté de 2 ou de 3 fois sur ces individus, en utilisant ces mutants-là. Donc elle a réussi de créer des mutants qui conduisent à une augmentation globale de la recombinaison. Et ça aussi, à ma connaissance, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à mettre en évidence sur le riz. Donc, bon, voilà, ses conclusions, c'est qu'elle avait réussi à produire des mutants qui produisent des gamètes clonaux et qu'elle avait réussi à augmenter la fréquence de recombinaison. Donc, je vous ai mis son adresse. Je pense que ça peut valoir le coup de la contacter si vous avez des questions particulières. Mais ça, c'est des outils, vous voyez, qui sont dans les laboratoires et qui peut-être, on espère, dans quelques années, vont être à disposition des sélectionneurs. C'était un premier espace. Voilà. Je vais arrêter là. J'aurais pu vous parler de micropropagation, d'assainissement. Ça, c'est des choses qui se font culture in vitro. Je sais qu'il y a des laboratoires qui le font. C'est aussi le fait de pouvoir faire de la propagation in vitro. C'est aussi une technologie et une innovation qui peut être intéressante pour multiplier rapidement les variétés plutôt qu'attendre des graines. Voilà, mon bilan, c'est que si vous êtes d'accord avec moi, j'espère vous avoir convaincu que ces innovations dont je vous ai parlé, elles permettent de contourner les obstacles liés à l'incompatibilité sexuelle. On peut faire des croisements, ce qui est le principe des sélectionneurs, au-delà de la même espèce. Ça crée de l'innovation génétique, on arrive à intégrer des allèles qui n'existaient pas jusqu'à présent, donc on peut augmenter la diversité, enfin la diversité allélique en tout cas, au sein d'une espèce. Ça peut contribuer à diminuer les temps de sélection. On peut agir sur l'expression des phénotypes, donc sur les caractéristiques agronomiques, et tout ça c'est extrêmement intéressant pour l'amélioration des plantes. Pour autant, ça ne va pas remplacer la sélection traditionnelle. Ça ne doit être qu'un outil, ça doit rester complémentaire de la sélection traditionnelle, et c'est pas l'objectif n'est sûrement pas de faire de l'innovation pour l'innovation. L'innovation ne sert à rien, je pense, si elle ne sert pas à un schéma d'amélioration. Et de toute façon, ce qui se fait en sélection traditionnelle reste intéressant et a produit de bons résultats. Voilà, j'en arrive à ma discussion. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Est-ce qu'on regarde ça comme waouh, c'est beau, mais ça me dépasse? Je pense que c'est là que commence notre discussion. Moi, je peux, enfin bon, voilà, il y a des collègues qui peuvent m'aider. Je pense que je peux vous dire, moi, mon sentiment, au travers de mon unité de recherche, des collègues que je côtoie, des gens avec qui je peux discuter, quel est mon sentiment vis-à-vis de ça en France, et puis on pourra discuter pour voir qu'est-ce qu'il en est ici. Et là, je vous laisserai la parole. Pour moi, on a des outils qui existent. Vraiment, ils sont, à part le site Shipper, là, ils sont dans les laboratoires. On a des plateformes, par exemple au CIRAD, dans notre unité, on a une plateforme régionale de génotypage qui permet de faire ça à des coûts qui ne sont pas exorbitants.
à petite échelle. Et puis on a des laboratoires où on peut faire le travail en prestation de service, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin d'un laboratoire chez nous, si ce n'est pour faire des extractions d'ADN, des petits essais. Mais sinon, on n'a plus besoin d'une grande machinerie avec plein d'outils. On peut sous-traiter ces analyses à grande échelle, ce qui est très bien parce qu'on ne va plus passer notre temps. Les étudiants que vous êtes n'ont plus à passer leurs 3 ans leurs 6 mois de master, leurs 3 ans de thèse à faire des manipulations. Ça peut se faire. Ce qu'on faisait il y a quelque temps en 3 ans, ça se fait en 1 semaine maintenant. Ça veut dire qu'il reste tout le temps de la thèse pour imaginer, pour faire travailler pas la main mais le cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas travailler le cerveau, mais c'est qu'on le faisait travailler sur moins de données. Et ça change quand même. Par contre, il faut quand même il faut quand même que ça rentre dans des programmes de recherche. Et c'est vrai que les succès aux appels d'offres, je pense que Jean-Marc sera d'accord avec moi, ils sont de moins en moins nombreux parce que c'est de plus en plus compétitif. Et donc ça devient un problème parce que les chercheurs, ils passent plus de temps à faire des projets qu'à les réaliser. Donc ça, c'est un problème. Bienvenue dans notre monde. Ensuite, moi, en tant qu'enseignante, je suis persuadée que la formation des personnes dans le domaine de la gestion, l'analyse des big data, de ces données en nombre, elle est essentielle. Parce que c'est pas la même. On traite pas 1 million de SNP comme on traitait 20 marqueurs microsatellites. Il faut utiliser des méthodes bioinformatiques qui elles-mêmes se développent. Il y a de la recherche bioinformatique qui est à mettre en œuvre pour essayer de suivre ces nouvelles technologies. Il y a plein de d'algorithmes qui ont été développés pour savoir comment utiliser ces séquences de 2e génération où on avait des tout petits fragments d'ADN et puis maintenant on a des gros fragments donc ça devient même plus utile. Enfin, il y a toute une recherche dans ce domaine et je pense que c'est essentiel pour vous qui êtes de la nouvelle génération de vous former à ce type de données d'analyse parce que c'est ce qui va forcément arriver, forcément. Et puis, il faut... Donc, moi, j'ai mis en NB. Nous, à Montpellier, Supagro, on est conscient de ce problème. On essaie de faire en sorte de développer pour les étudiants master, pour les doctorants, des formations dans ce domaine. Et puis, on a des collègues qui travaillent en bioinformatique, qui font aussi des formations en interne pour les gens qui ne connaissent pas encore. Et puis, c'est normal, on se forme toute sa vie. Et puis ce que je dirais, c'est que je pense qu'il faut encore pouvoir rêver, il faut mettre en œuvre notre imagination. C'est plus la technologie qui devient le problème. Pour moi, c'est quelque chose d'acquis. Il faut quand même comprendre comment c'est fait pour réussir à comprendre pourquoi j'ai un problème dans mon lot de données. Et derrière, il y a des méthodologies, il y a de l'ADN, il y a des problèmes, il faut pouvoir le comprendre. Mais une fois qu'on l'a compris, ce qui est important, c'est plus la technologie, c'est plus les analyses, c'est la question scientifique. Qu'est-ce qu'on veut en faire? À quoi on veut aboutir? Et pour ça, est-ce qu'on a le bon matériel pour le faire? Comment développer des méthodologies, poser des hypothèses scientifiques et faire de la vraie recherche? Et ça, c'est l'imagination qui est nécessaire et je pense que c'est aussi une chose qu'il faut essayer de développer au cours de la formation. Voilà, je ne sais pas si sur la France, est-ce qu'il y a des... Tu veux intervenir, Jean-Marc? Il y en a qui... vous avez... Sur quelle question? Est-ce que c'est un rêve, une réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire? Non, toi, je pense que je n'ai pas besoin de... Toi, ta conclusion, c'est est-ce que c'est un rêve, une réalité en termes sous un contexte de questionnement scientifique? Oui. Moi, je dirais, est-ce que c'est un rêve ou une réalité, mais en termes de questionnement, de développement? Tu vois? Parce que ce qui intéresse
je pense, les sélectionneurs qu'ils aient leur centre de gravité dans le monde de la science, c'est-à-dire la production de connaissances, ou leur centre de gravité dans celui du développement, ou les deux, ils doivent se poser la question, est-ce que c'est un rêve, toutes ces technologies, pour demain mieux permettre aux paysans, qu'ils soient malgaches ou français, d'avoir de bonnes variétés, de produire des plantes qui correspondent à, comment dirais-je, une bonne alimentation, enfin, qui s'y retrouvent sur le plan économique, etc. Donc, Oui. moi, j'irais aussi dans le domaine du développement, quand tu poses cette question. Oui. Je pense, oui, on est je suis d'accord avec toi, on est dans ce que je disais, en amont de mon schéma de sélection. Et sans ça, on fait rien. Enfin, ça sert à rien de le faire. Et on a des nouveaux débouchés aussi pour l'agriculture. En France, le problème, c'est pas d'augmenter la productivité pour la plupart des espèces. C'est de travailler sur le développement durable, c'est-à-dire les produire avec moins d'intrants, avec des conditions de changement climatique, avec des débouchés qui peuvent être différents sur les biomatériaux, etc. Mais ce n'est pas la productivité. Donc c'est des objectifs qui peuvent être différents, tu es d'accord avec moi. Mais, et le rendre durable, pour nous aussi c'est important. Et moi la question que, enfin, je ne voudrais pas monopoliser, mais pour lancer le débat, hein, la question que je me pose, c'est que quand on voit toutes ces nouvelles technologies, la vitesse avec laquelle elles sont produites, c'est une question, comment dirais-je, à la fois d'éthique et de morale. C'est-à-dire qu'on se demande si ces nouvelles technologies ne vont pas être uniquement accessibles à des grandes compagnies, même si on peut, comme tu disais, les faire dans la cuisine, mais enfin, quand même, dans une cuisine d'une grosse compagnie, quoi. Et donc, est-ce que du coup, ces nouvelles technologies ne vont pas servir ces grosses compagnies à, encore une fois, mettre la main sur le monde des variétés, des semences, etc., et empêcher les paysans qui ont envie de vivre normalement, de produire normalement, d'avoir accès à du matériel génétique facilement, qui leur permettent, dans des conditions qui vont être de plus en plus dures, avec les changements climatiques, la difficulté à avoir des intrants, etc., à produire des semences, des plantes pour la population et eux-mêmes à assurer leurs revenus. Est-ce que ces nouvelles technologies ne risquent pas encore plus de cadenasser ce monde de la production agricole au profit des grands groupes comme Bayer, etc. C'est un peu la question aussi qu'on peut se poser. Et si on produit si on produit une variété qui demande moins d'intrants, moins d'engrais, moins de pesticides? Oui, si on la produit très bien, mais est-ce qu'elle sera accessible? Voilà, oui. Oui. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un retour sur investissement pour... Est-ce qu'elle sera accessible aux paysans malgaches qui n'auront pas les moyens de s'acheter de l'engrais? On arrive à l'aspect... Voilà, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement?